vous demander d'accueillir à mes côtés le président du jury de la critique de cette année à Gérardmer, également journaliste pour la revue Positif, l'inimitable Philippe Rouillet. Mon cher Aléran, jamais le Festival international du film fantastique de Gérardmer n'a mieux mérité son nom de fantasticard qu'aujourd'hui. Car rendre hommage à votre talent de cinéaste, c'est aussi saluer le poète, l'écrivain, le dramaturge, le metteur en scène de théâtre, le graphiste, l'auteur de bande dessinée, le mime et l'acteur, autant de disciplines artistiques qui, comme la pratique de la magie, les études de psychologie et d'ésotérisme, ont fortement influencé votre pratique du cinéma. C'est ce qui m'a frappé le jour où j'ai découvert les premières images d'un de vos films. C'était à Cannes, en 1989, où Santa Sangré était présent dans la section Un certain regard, qui ce jour-là portait vraiment bien son nom. À l'époque, déjà fervent exégète du cinéma gore, j'en avais vu de toutes les couleurs sur les écrans, mais là, il y avait autre chose. Un authentique vent de folie balayait cette histoire de serial killer, hanté par le fantôme de son ogre de père et instrumentalisé par sa mère manchot, auquel il fournissait ses bras assassins en une version psychédélique et cauchemardesque des Mains d'Orlac. Le film était produit par Claudio Argento, le frère et producteur de Dario, mais il ne gardait du giallo que ses fleurs formelles autour de crimes au couteau, la forte présence du Mexique, de la psychiatrie et de l'univers du cirque, donnant un cachet inoubliable à ces images. Ce monde du cirque, des mutilés et de tout ce qui rentre dans l'ADN de la culture sud-américaine, qui a biberonné d'autres grands cinéastes férus de surréalisme comme Luis Buñuel, vous est familier depuis votre prime jeunesse. Fils d'émigrants russes, vous êtes né en 1929 à Iquique, petite ville du Chili, où vous n'avez pas tardé à devenir clown et marionnettiste, alors que votre père avait pour vous d'autres ambitions. Rassurez-vous, je ne raconterai pas toute cette extraordinaire épopée, puisque vous l'avez fait vous-même dans un film extraordinaire, à mon sens le plus abouti à ce jour de votre filmographie, La Danza de la Realidad, sorti en France en 2013 et projeté bien sûr ici, à Gérardmer, dans le cadre de votre hommage. Certes, tout ce que vous y montrez est terriblement romancé, mais pour moi, et pour vous aussi j'en suis sûr, c'est d'autant plus vrai que tout y est faux. Vous y apparaissez vous-même, mais les rôles principaux, celui de vous jeune et celui de votre père, sont tenus par deux de vos fils. Ce qui est un autre aspect de votre cinéma, celui d'une pratique familiale, avec tout ce que ça peut entraîner de choc quand vous invitez votre fils de 7 ans dans la séquence d'ouverture d'El Topo à enterrer pour de vrai son nounours et la photo de sa maman. El Topo, parlons-en. C'est l'histoire d'un pistolero tout de noir vêtu qui va accomplir son destin de mort dans une quête existentielle qui l'entraîne au bord de la folie en plein désert. L'art du découpage et l'ultra-violence n'est pas sans rappeler le western spaghetti. Mais si on invoque Sergio Leone à propos de ce film, il faudrait tout de suite envisager un croisement avec le cinéma du délirant chilien Raúl Ruiz, un autre conteur né, attiré par le surréalisme et les récits populaires. Avec ce film, et comme plus tard dans Santa Sangré, on sent chez vous un intérêt pour le cinéma de genre dont vous aimez distordre les codes pour les amalgamer à votre univers personnel. Et avec El Topo, vous avez drôlement bien réussi votre coup, puisque ce film, dès 1970, est à l'origine d'une pratique que tous les fans de fantastique et de bizarrerie pelliculaire affectionnent encore aujourd'hui, la séance de minuit. Pendant des mois, votre film a tenu l'affiche de l'Elgin, un fameux cinéma new-yorkais, avec une unique projection hebdomadaire, fréquentée par le Gotha de la cinéphilie et des people. C'est ainsi que vous avez attiré l'attention de John Lennon, l'ex-Beatles, qui a convaincu son manager de financer votre film suivant, votre grande fresque visionnaire des années 70, La Montagne Sacrée, qui vous a valu votre surnom de Cecil B. DeMille de l'Underground. Vous avez dit un jour que La Montagne Sacrée permettait aux spectateurs de connaître les sensations procurées par la drogue sans avoir besoin d'en consommer. Un sacré programme sur lequel bien d'autres se sont cassés le nez et auquel on ne saurait toutefois réduire ce film. Quête mystique, fable sur l'alchimie et miroir aux alouettes d'une société en pleine crise identitaire, La Montagne Sacrée est au-delà de tout cela une grande leçon de cinéma où chaque photogramme serait digne d'être analysé, mais aussi d'être accroché sur les murs d'une exposition. Aujourd'hui encore, le film me fascine par la succession de ces images symboliques qui comptent parmi les plus fortes
de votre cinéma. Des oiseaux s'envolant, des plaies, des corps exécutés, à cette attaque des temples aztèques reconstitués avec des maquettes et d'authentiques iguanes et crapauds déguisés en guerriers. On pourrait parler encore des centaines de crucifix modelés sur la silhouette de votre protagoniste et du défilé des religieux brandissant des cadavres d'animaux écorchés et crucifiés. À vrai dire, vos films sont irracontables puisque la narration n'y est que le vecteur des émotions et des sensations que vous souhaitez faire partager à vos spectateurs. En cela, on peut parler d'une expérience de cinéma totale qui aurait dû culminer au mi-temps des années 70 avec votre adaptation du chef-d'œuvre de science-fiction écrit par Frank Herbert, Dune. Cette coproduction internationale, vous y avez travaillé 2 ans et demi, réussissant à engager comme acteurs Orson Welles et Mick Jagger, et pour la musique, les Pink Floyd et le groupe Magma. Au fil des mois, le projet a pris des allures pharaoniques qui ont fini par effaroucher les financiers. L'ensemble devait durer plus de 10 heures et avait l'ambition de devenir rien moins qu'un objet sacré. C'est ce que vous racontez brillamment dans ce long métrage documentaire qui a été consacré à cette entreprise, Jodorowsky's Dune, et qui sortira en mars sur les écrans français. En regardant ce documentaire, il n'y aura pas un spectateur pour regretter que cette production n'ait jamais vu le jour. Mais le plus beau, c'est que ce film, soigneusement préparé et jamais tourné, est peut-être celui qui a le plus grande influence sur l'histoire du cinéma. On a beaucoup dit que les vaisseaux de Star Wars, sortis quelques mois après, avaient été inspirés de vos maquettes. Et on sait que Giger, comme le scénariste Dan O'Bannon, qui avait travaillé avec vous sur cette adaptation, ont mis beaucoup de cette expérience dans Alien. Eh bien moi, j'aime l'idée qu'Alejandro Jodorowsky, créateur en 1962 du mouvement Panique, avec Fernando Arrabal et Roland Topor, apportait en lui les germes de la guerre des étoiles et d'Alien. C'est abolir la frontière entre cinéma d'auteur et film à grand spectacle, entre l'art et la vie, entre la magie et la réalité. Une entreprise qui vous ressemble, mon cher Alejandro, et vous n'avez pas fini de l'alimenter. On sait que vous mettez la dernière main à un nouvel opus cinématographique qui relate vos années de jeune adulte entre 1940 et 1950 et qui s'appellerait Poésie sans fin. Je souscris à ce programme et je ne peux que vous demander, pour paraphraser l'apostrophe de Diaghilev à Jean Cocteau, de continuer à nous étonner sur grand écran et dans toutes les formes d'expression qui vous plaira. Alejandro, merci.